chose to fight together. Daddy, you chose to work. Daddy, you chose to fight for your rights. Thanks to you, we are living our dreams. Thanks to you, we are women of power. Yeah. Thanks to you, we are women of fire. Thanks to you, we are keep on fighting for our right. Yeah. Les puissances d'Europe viennent de s'emparer d'un continent et de ses immenses ressources, mais aussi de ses habitants. 100 millions de sujets coloniaux à gérer. Impossible de les traiter comme des égaux. Cela ruinerait le concept même de colonisation. Alors qu'en faire? Les Européens sont civilisés. Ils ont inventé les droits de l'homme, aboli l'esclavage. Il leur faut justifier à leurs propres yeux la domination qu'ils exercent sur les peuples vaincus d'Afrique et d'Asie. Heureusement, les scientifiques ont la réponse au problème. Au sein de la prestigieuse Société d'anthropologie de Paris, la question qui occupe médecins, zoologistes et scientifiques de renom est celle de la supériorité de la race blanche. Pour y répondre, une technique a le vent en poupe. C'est la craniométrie. Les chercheurs s'affairent à mesurer et comparer la taille, le volume, l'angle facial ou l'indice nasal de tous les crânes rapportés des colonies. Et puis un jour, un trublion s'immisce dans le débat. Un noir. Un de ceux dont on mesure en temps ordinaire le périmètre crânien fait son entrée à la Société d'anthropologie de Paris. En vérité, pour l'élite parisienne de l'époque, Anténor Firmin n'est pas un noir comme les autres. Directeur de journal, homme politique, il appartient à la classe dirigeante de son pays, Haïti. Merci bon Dieu, car tout ça là n'a tout côté pour nous. Merci bon Dieu, car comment la misère est finie pour nous. Merci bon Dieu. Première république noire de l'histoire contemporaine, Haïti est née d'une révolte d'esclaves au début du 19e siècle. À Paris, les Haïtiens sont perçus comme plus civilisés que les Africains. C'est grâce à ce préjugé que Firmin se fait admettre à la Société d'anthropologie. Pas une seconde, ses confrères parisiens ne se doutent qu'Anténor Firmin s'est fixé une mission: utiliser la science pour détruire l'idée de suprématie blanche. Nous sommes en 1885, l'année où l'Afrique est découpée en morceaux. L'année où le président du Conseil français, Jules Ferry, affirme tranquillement à l'Assemblée nationale que les races supérieures ont le devoir de civiliser les inférieures. Dans le monde blanc, chacun trouve ça normal, évident, inquestionnable. Firmin sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Pour rendre le défi plus excitant, il décide de démonter les travaux de Paul Broca, la figure tutélaire des anthropologues parisiens. Pas sûr qu'ils apprécient de voir leur nouveau confrère haïtien mettre à bas la statue du commandeur. Paul Broca avait passé des années à remplir de plomb des crânes et à comparer les résultats.
Sa conclusion était sans appel. La race blanche est la plus intelligente de toutes, car sa capacité crânienne est la plus élevée. Anténor Firmin constate que Broca a délibérément falsifié ses résultats pour asseoir son postulat d'une hiérarchie raciale. Pour faire passer son message, le savant haïtien publie « De l'égalité des races humaines, anthropologie positive ». Dans son livre, il s'interroge. Comment des hommes instruits, intelligents, ont pu être à ce point aveuglés par leur passion? Firmin y voit le résultat des mythes et légendes qui ont bercé l'enfance de ces savants, les convainquant de la supériorité de leur civilisation. Ces croyances qui légitiment l'esclavage et le colonialisme. Non sans ironie, Firmin espère que son essai les mènera à voir leurs errements, comme dans un miroir, et qu'ils reviendront à la raison. Mais Firmin ne sera pas entendu. Alors qu'ils achèvent de conquérir le monde, les Européens n'ont aucun désir de se regarder dans le miroir grimaçant que leur tend le savant haïtien. Ils préfèrent de loin visiter les exhibitions ethnographiques. Ici au moins, les représentants des races inférieures se tiennent à leur place. Comment les gens en Occident ont pu croire que de l'autre côté des mers, il y avait des sauvages. Ils se nomment Petite Capeline, Tambo, Moliko, Otabenga, Marius Kaolé et Jean Thiam. Ils font partie de ces 35 000 enfants, femmes et hommes, à avoir été exhibés de par le monde dans des zoos humains de 1810 à 1940. L'histoire de ces zoos humains est une histoire de la colonisation et du racisme. Ces êtres humains fascinent parce qu'ils sont présentés comme sauvages, présentés comme anormaux, présentés comme ayant des difformités ou ayant des mœurs particulières, telles des cannibales. Et là, la fascination est fondamentale pour expliquer le succès des zoos humains, cette attirance pour l'autre, de l'étrange, de l'extraordinaire. La fascination a d'abord été scientifique. Les savants de l'époque vont étudier les corps des exhibés pour servir des théories raciales. Tous les anthropologues cherchent à prouver que parmi l'ensemble des différences entre les êtres humains, la race est sans aucun doute la plus fondamentale. Ils s'efforcent donc d'étudier et d'introduire l'idée que les races sont des catégories légitimes pour expliquer et comprendre ce qui différencie les êtres humains. Cette promotion d'une hiérarchisation des races permet de justifier la colonisation en France et en Angleterre, ou la ségrégation aux États-Unis. Les zoos humains deviennent une marque de puissance pour toutes les grandes nations de l'époque coloniale, qui organisent et institutionnalisent ces expositions. Les zoos humains, c'est le passage progressif d'un racisme scientifique à un racisme populaire. Et jusqu'à maintenant, on se demandait comment ce passage s'était fait. Il n'est pas passé par les livres. Il n'est pas passé par les films, le cinéma n'existe pas. Il n'est même pas passé par les photos ou par les romans de Jules Verne. Il est passé par une culture populaire où on allait voir le sauvage en se divertissant le week-end au jardin d'acclimatation de Paris ou au pied de la Tour Eiffel. Je ne suis pas sûr que les personnes qui venaient visiter avaient cette distance en disant voilà, c'est un business, donc ce n'est pas vraiment vrai. Ils sont en train de jouer. Mais je pense qu'à l'époque, non, il n'y avait pas cette distance. Et c'est ce qui est extrêmement dangereux. Les exhibés vivent un enfer. Déportation, maladie, humiliation. Beaucoup ne retournent pas auprès des leurs et meurent en terre étrangère. C'est un traumatisme dont les descendants ont du mal à se libérer. Bien sûr, il n'y a pas eu mort d'homme. Mais ça ne devrait pas exister que des hommes traitent d'autres hommes comme ça, quoi. Cette histoire doit être racontée. Tout simplement pour que les erreurs du passé ne se répètent pas à l'avenir. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces zoos humains deviennent inappropriés. La libération des peuples colonisés marque la fin de 100 ans d'exhibition d'êtres humains, devant près d'1,5 milliard de spectateurs. L'Occident cherche à effacer ce passé honteux.
et les os humains sont bannis de la mémoire collective. Vouloir se souvenir, c'est avant tout essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi nous sommes le fruit de cette histoire. Voilà, je vais passer la parole à Sarah pour nous donner, faire en tout cas une analyse avec nous et une lecture de cette thèse de la supériorité de la race blanche qui fut inventée pour justifier la colonisation à travers le documentaire qu'on a tenté de voir malgré les difficultés. Ce documentaire qui relatait le passage de Anténor Firmin dans l'entreprise, en tout cas l'entreprise zoologique de Paris, où il a pu, déconstruire, démonter cette thèse de la craniologie qui se voulait ou qui prétendait que le crâne de l'homme blanc était beaucoup plus, en termes de diamètre, était beaucoup plus supérieur, en tout cas plus large, donc plus intelligent que les autres crânes, c'est-à-dire asiatiques, africains ou indiens. Anténor Firmin, laïcien, a pu démontrer que cette thèse était une pure supercherie, une pure invention de laboratoire des anthropologues parisiens, en tout cas des anthropologues basés à Paris. Et par la suite, on a pu voir le documentaire qui se poursuit avec l'extrait résumant le vécu des populations déportées d'Asie, d'Afrique, d'Australie, d'Amérique et exposées en Europe pendant plus de 100 ans dans les eaux humains pour divertir les Européens et justifier la colonisation avec cette thèse inventée de la supériorité de la race blanche. Donc, Sarah va prendre la parole pour nous conduire dans une approche, une lecture sous l'angle de la perspective historique et juridique. À toi la parole, Sarah. Ok, merci Nancy pour la parole. Je pense que la vidéo a été très explicite, hein. La problématique a été quand même très bien abordée. Et comme tu as su le dire, moi je vais plutôt aborder la thématique sous un angle très rapidement historique, mais plus précisément juridique, ce qui me parle un peu plus. Alors tout d'abord, effectivement, il faut savoir que l'argument selon lequel la colonisation peut être justifiée par la thèse de supériorité blanche est une théorie qui n'est pas, qui n'a pas été défendue proprement par les instituteurs de la colonisation, parce que effectivement, il y a eu des approches différentes pour essayer de camoufler un petit peu cette idée en réalité qu'ils nourrissaient, qui était de penser que l'homme blanc était supérieur à l'homme noir. Pour eux, par exemple, ils ont mis en avant des thèses d'approche économique, par exemple, selon laquelle les colonies sont des réserves de matières premières dont les Occidentaux ont besoin et surtout pour des débouchés notamment de commerce international. Ils ont avancé aussi l'argument politique ou militaire selon lequel avoir des colonies, c'est avoir des points d'appui militaires sur la planète, mais aussi qui à cette époque était représentait une sorte de vision de puissance parce que plus on avait des points d'appui militaire sur le monde, plus un État était considéré puissant. Donc, la colonisation en soi, c'est une idéologie colonialiste qui a été développée, comme la vidéo a su nous l'expliquer clairement, durant la seconde partie du 19e siècle par le mouvement colonial dans beaucoup d'États européens principalement, et qui se présentait sous l'idée d'une mission civilisatrice. Une mission civilisatrice qui a été soutenue par une pensée républicaine parce que beaucoup pensent qu'aujourd'hui, la colonisation est une idée qui est sortie de nulle part, peut-être par des personnes pas instruites, mais non, ça a vraiment été un projet républicain qui a été tenu
par des intellectuels, entre guillemets, et qui, derrière, en fait, ont cherché à camoufler leur intention de proliférer la supériorité blanche en supposant que c'était pour apporter un développement à ces autres civilisations-là ou encore à montrer au monde que la civilisation européenne, d'après eux, était la civilisation par excellence, contrairement à nos civilisations propres chez nous en Afrique. Et à côté de ça, lorsqu'on analyse cette thématique, il y a la thèse de la supériorité blanche. Déjà, j'aimerais qu'on essaie de s'attarder sur cette thèse parce que je pense que c'est le fondement même de notre rencontre aujourd'hui. Ce n'est pas une thèse anodine qui est sortie de nulle part. C'est quand même une thèse qui a été nourrie par une pensée grandissante au fil des années, au fil des courants de pensée, qui a été nourrie par des grands penseurs d'ailleurs, notamment Georges-Louis Leclerc, qui fut comte de Buffon et qui a mis en place une formulation de la thèse de la supériorité intellectuelle des Blancs. C'est-à-dire que d'après lui, les Blancs qui, pour se nourrir, devaient avoir recours à l'agriculture, c'est-à-dire travailler la terre, semer, récolter, étaient plus intelligents que les Noirs qui, d'après lui, pour se nourrir, n'avaient qu'à grimper sur un arbre et voilà, prendre un fruit, quelque chose de totalement stupide. Mais voilà, ce sont des thèses vraiment qui ont été nourries au fil des ans pour finalement venir consolider cette idéologie en fait selon laquelle la race blanche était supérieure à la race noire. Alors moi, la question qui m'a particulièrement... Et pas qu'à la race noire, parce qu'on a vu les expositions des Asiatiques, des Aborigènes. Voilà, exactement. Supérieures à toutes les races, toutes les races. Aujourd'hui, le terme race est d'ailleurs rejeté, mais en tout cas, à l'époque, c'était ce terme-là qui était en tout cas le point d'entrée. Ce n'est pas que la race noire qui était la race inférieure aux yeux des Européens, c'est toutes les races à leurs yeux. Voilà, c'est juste ça. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi, Nancy. D'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce qu'il y a le naturaliste suédois Carl von Linné qui a notamment conçu la première liste des races humaines. Éventuellement, dans cette liste, la race européenne était la plus élevée, éventuellement suivie de la race indienne d'Amérique, la race asiatique, et enfin la race africaine. Donc, il y a quand même une conception assez poussée de la réflexion sur la hiérarchie des races pour justifier la colonisation. Et pour moi, ça a été quand même, une conception assez effroyable parce que quand on se dit quand même que la France, considérée comme pays des droits de l'homme, on part aux États-Unis qui ont leur fondement sur les libertés fondamentales. Bon, comment arriver à justifier que ces États qui prônent quand même la vie humaine arrivent à justifier de coloniser d'autres peuples sous le principe de la supériorité de race? Voilà, donc c'est sur cette question que j'aimerais qu'on s'interroge d'abord avant de passer notamment au concept et à l'approche juridique. Bon, en tout cas, moi, par rapport à ce que tu viens de soulever, en tout cas, c'est tellement pertinent par rapport à l'exemple de la France. Quand on regarde le baron Lafayette, je ne sais pas si son titre c'était baron ou comte Lafayette, qui justement s'en va avec cette idée-là d'égalité des peuples, de liberté, d'indépendance, d'autodétermination, si on peut en tout cas restituer le terme autodétermination à cette époque-là, mais en tout cas, Lafayette s'en va aux États-Unis apporter en tout cas cette vision des choses et soutenir en tout cas l'indépendance des Américains face à la Grande-Bretagne en mettant justement en avant ce concept de liberté, d'égalité et d'autodétermination. Et en même temps, c'est la France de Napoléon, c'est la France de Jules Ferry qui nie totalement l'existence
des autres races comme étant des races au même titre que la race blanche. Et le point que tu as soulevé par rapport au fait, le point que tu as soulevé tout à l'heure en ce qui concerne l'agriculture, c'est un point qui m'a, oui, je pense que c'est un point qu'il faut bien, il faut bien, comment dire, l'approfondir parce que certaines personnes qui ont été en tout cas bercées dans ces mythologies, dans cette propagande européenne de la supériorité de la race blanche pour justifier la colonisation et ces crimes extraterritoriaux d'outre-mer, peuvent penser que c'est réellement vrai que les autres peuples n'avaient pas de notion, ne savaient pas faire de l'agriculture, n'avaient pas de notion en termes d'agriculture, alors que l'agriculture en soi, les premières traces d'anthropologie ou les premières traces des peuples qui ont commencé l'agriculture ne viennent pas d'Europe, ça vient d'Afrique et d'ailleurs. Et donc, déjà, à la base, ces populations-là ont été trompées, leurrées par leur élite pour, psychologiquement les mettre à l'aise par rapport à ce fait qui était un fait criminel, un fait de crime de guerre, si la Convention de Genève était valable pour nos territoires. Totalement, je suis totalement d'accord. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu as soulevé, moi, j'ai directement pensé au baron Lafayette qui s'en va aux États-Unis justement pour aider les Américains qui n'étaient pas encore Américains, mais en tout cas aider ces États-là qui tentaient de s'affranchir de la domination de la Grande-Bretagne pour hisser, en tout cas proclamer l'indépendance vers 1774 du drapeau américain. Donc pour moi, en tout cas, c'est un paradoxe une dichotomie entre ce que la France peut apporter de bon, de meilleur en dehors de son territoire et ce que la France peut apporter de pire également dans d'autres régions du monde. Totalement d'accord, totalement d'accord. De plus, j'aimerais quand même mentionner aussi le fait de l'aliénation psychologique et éventuellement spirituelle avec l'arrivée notamment du christianisme aussi, qui a beaucoup favorisé à assujettir le peuple noir, parce que quand on arrive vous présenter éventuellement une divinité, un dieu qu'on considère être au-dessus de tout et qui finalement se retrouve à avoir la peau blanche, c'est-à-dire la peau du dominateur. Bon, là, on est quand même dans une volonté concrète de presque avec des méthodes de ruse, en fait, pour assujettir le peuple noir, c'est-à-dire leur proposer des facettes d'une lecture du monde qui serait propre à l'homme blanc et dans lequel le peuple noir ne se retrouverait pas, jusqu'à la divinité, en fait. Donc, il y a vraiment cette volonté-là de montrer par tous les moyens que l'homme blanc, était supérieur à l'homme noir. Et d'ailleurs, ça se remarque aussi notamment, ça je pense qu'on le voit très souvent dans les images qu'on a aujourd'hui, par exemple de l'époque coloniale, on remarquera que les colons à cette époque ont une volonté permanente de vouloir traduire à travers les images capturées qu'ils sont au-dessus de ces hommes, du peuple noir. C'est-à-dire qu'on retrouve des hommes attachés comme des animaux, on retrouve des hommes dans des positions de soumission totale, avec le bourreau blanc qui tient son fusil, le bourreau blanc qui est assis dessus. Donc, il y a vraiment cette volonté permanente de proclamer au monde la supériorité de la race blanche sur la race noire. Et donc, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter, peut-être Eva, si elle est là. Je crains qu'elle s'est déplacée. Moi, en tout cas, j'étais en train de... Enfin, je viens d'être interpellée par cette dimension religieuse, une fois de plus, qu'on retrouve, cette dimension de la supériorité de la race blanche qu'on retrouve dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux,
où on se permet éhontément d'utiliser le divin, d'utiliser les textes sacrés, en tout cas d'en détourner l'usage pour justement justifier une colonisation qui en réalité, veut cacher, camoufler un besoin, comme tu l'as dit, un besoin des Européens d'asseoir leur domination sur le globe, en tout cas dans les quatre coins du globe, le besoin des Européens d'avoir en tout cas le besoin de leur expansion économique en allant piller les ressources d'autres régions, Afrique, Asie et Amérique, et le fait d'utiliser les textes sacrés de manière aussi détournée je ne suis pas contre le fait que chaque peuple, chaque race s'imagine ou s'identifie Dieu ou illustre Dieu à leur propre image. Ça, je ne suis pas contre. Totalement. Les Asiatiques aient une vision du divin leur correspondant, comme les Africains avaient une vision du divin quand on retourne dans les textes sacrés africains qu'on a pu retrouver, quand on va au fond de la spiritualité africaine, on voit également les Africains se représenter Dieu à leur image. Et ça, moi, je ne suis pas contre le fait que les Européens ou que tout peuple puisse s'identifier, en tout cas illustrer Dieu à son image. Mais le fait d'aller au-delà et d'utiliser les textes sacrés et le concept du divin ou l'image du divin pour des fins aussi déshumanisantes, pour des fins aussi horribles qu'est la colonisation ou l'esclavagisme, moi, personnellement, j'en suis outrée. Et je n'ai pas vraiment beaucoup de mots pour ne pas, en tout cas, heurter les sensibilités des uns et des autres. Mais pour moi, c'était une ligne rouge qui a été franchie dans le fait d'aller, et on en voit en tout cas les conséquences. Ça a tellement bien marché sur les Africains. En tout cas, c'est la seule région colonisée où l'usage détourné des textes sacrés du divin a tellement bien fonctionné que jusqu'aujourd'hui, l'Afrique, les Africains sont persuadés que c'est réel, que le divin est comme le colonisateur l'avait apporté, que le divin, que le mal ou que le diable, et comme il était parfois illustré en noir, en foncé, en sombre, que le noir, c'est le ténèbre, c'est tout ce qui est rejeté, tout ce qui rejette la lumière, alors que l'homme blanc, c'est la pureté, c'est le peuple élu de Dieu. Et c'est tellement rentré en profondeur jusque dans l'âme de l'Africain que plusieurs générations d'Africains restent persuadés et continuent eux-mêmes aujourd'hui de propager cette image-là, cette image, en tout cas, cet usage détourné du divin et des textes sacrés qui a servi à la colonisation et à l'esclavagisme. Et pour moi, vis-à-vis du divin, même quand on est religieux ou pas religieux, ne fût-ce que pour ceux qui sont religieux, vis-à-vis du divin, c'est un manque de respect qui est indescriptible. Totalement. Je suis totalement d'accord. Est-ce que Eva aurait quelque chose à rajouter peut-être? Francine, elle est là? Oui, donc moi du coup je vais peut-être essayer de rebondir sur l'aspect de tout ce qui se rapporte à la propagande. Et c'est vrai que j'aimerais souligner aussi que ça a été un outil puissant en ce qui concerne la propagation de l'idéologie coloniale au sein des métropoles, mais aussi au niveau des colonies. Il faut savoir que dans la première moitié du XXe siècle en France, par exemple, cet outil a été utilisé dans tous les domaines de l'écosystème gouvernemental, que ce soit dans l'éducation, l'art, etc. On peut parler aussi du divertissement qui a été détourné, instrumentalisé pour justement
être utilisé comme un vecteur de visibilité en ce qui concerne l'idéologie coloniale, comme par exemple les eaux humains, hein, dont on vient de voir au sein du documentaire, mais aussi par des bandes dessinées, hein, comme Tintin au Congo en 1931. Oui, il y a vraiment dépeint une image du Congo, des Congolais complètement sauvages. Et il faut savoir que tous ces outils-là, qui ont l'air peut-être subtils, ont servi aussi à façonner le comportement et la vision qu'avaient les Belges du Congo. Et tout ça avait bien évidemment un enjeu économique qui était de profiter des ressources naturelles du Congo. Donc cet outil-là, c'est ce qui est encore aujourd'hui utilisé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la cybercolonisation. Et donc c'est une théorie qui s'entend de plus en plus, puisqu'effectivement, quand on parle de la cybercolonisation, on parle surtout du fait qu'aujourd'hui, les puissances étrangères pénètrent l'espace numérique africain à travers, par exemple, l'installation de data centers en Afrique du Sud notamment. Et cet aspect-là n'est pas vraiment, je trouve à mon sens, abordé au sein des sphères intellectuelles africaines, pas assez en tout cas, puisque ce combat-là, nous ne l'avons pas encore perdu. Et il est encore temps, à mon sens, de s'armer d'outils, de technologies pour essayer de tout simplement conscientiser la communauté en ce qui concerne la cybercolonisation, puisqu'on parle de profits qui dépassent des milliards aujourd'hui. Hein. La data, c'est le nouveau pétrole. Hein. Et aujourd'hui, Bolloré, par exemple, son chiffre d'affaires, enfin, même pas. Ses activités en Afrique représentent 80% de son chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, les sociétés comme Google, Facebook, etc. sont en train de s'implanter en Afrique pour, encore une fois, profiter des données des habitants africains. Et il n'y a pas du tout de législation, en tout cas exhaustive, en ce qui concerne la protection des données des habitants africains. Et c'est une nouvelle colonisation qu'il faudrait aussi essayer de combattre, à mon sens. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais est-ce que tu ne penses pas que cette nouvelle forme de colonisation passe peut-être par, comment dire, par un manque de connaissances, peut-être des Africains de leurs droits, de leur histoire? Oui, tout à fait. C'est aussi pour ça qu'il faudrait essayer de mettre en place des discussions, des échanges, des stratégies pour essayer de diffuser, de démocratiser certaines connaissances, hein, en ce qui concerne la big data, par exemple, tout ce qui est intelligence artificielle, par exemple. Donc, essayer de mettre en place des conférences, diffuser des savoirs dans ce sens-là, afin de pouvoir justement éveiller les consciences collectives africaines ou même au sein de la diaspora, pour essayer de mettre en place des choses pour contrer ces attaques qui sont déjà en train d'être... il y a le projet Balloon, par exemple, initié par Google. Donc, encore une fois, hein, c'est toujours les mêmes stratégies. Hein. Ils sont en train de nous faire croire que c'est pour aider les populations africaines à avoir accès de façon démocratique à Internet. Mais tout ça, c'est également pour vendre les données personnelles des Africains. Et puis, le marché africain, en ce qui concerne tout ce qui est espace numérique, etc., n'intéresse pas beaucoup les Africains eux-mêmes, déjà les natifs sur le terrain, mais aussi ceux de la diaspora. En général, quand on est une agence de marketing, par exemple, une agence de communication digitale, je sais pas, des applications, etc., on se tourne souvent, souvent sur le marché européen, par exemple, ou américain, au lieu de comprendre qu'effectivement, en Afrique aussi, il y a des personnes qui ont un pouvoir d'achat. Leurs données aussi ont de la valeur, mais ça, les GAFAM l'ont compris, et nous, au sein de la communauté, on ne le comprend pas assez, en tout cas, à mon sens. Quand je dis les GAFAM, Google, Amazon... Si je peux parler, sorry. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Oui, bien Okay, sûr. thank you. Of it, I just heard what Eva said, right? Pour moi, je reviens toujours, je donne la responsabilité pour les moments aux dirigeants africains, les leaders africains, parce que si j'écoute ce que Eva vient de dire là, donc ces dirigeants-là ne savent pas qu'on est en train de nous recoloniser, like, let me put it that way. Ils ne savent pas ça.
Parce que when we look at all these people are going down there, yeah, their gouvernement arrange tout, everything, yeah, for them to put us back to where we've been through before. Et nos dirigeants sont là en train d'accueillir. Ils ne savent pas. Est-ce que Macky Sall, là, qui est en train de s'aimer les troubles au Sénégal, ne savent pas qu'on est en train de mettre tout ce que tu venais de dire là en place? Et non. Bah, pourquoi ces dirigeants ne font absolument rien? Donc, c'est ça, j'ai toujours, en fait, comme je disais l'autre fois, pour le moment auparavant, après 10 ans d'activisme, j'ai compris que les problèmes africains, on doit vraiment penser, nous, Africains aussi, il y a un problème avec nous, je ne sais pas. C'est comme si on n'apprend pas du passé. On voit par exemple ce qui se passe on a vécu la slavery et le colonialisme. Et on voit la Chine, comment la Chine est en train de presque envahir l'Afrique économiquement. Mais on est là. Donc, pour moi, l'unique solution je pense bien indiquer la nouvelle génération, l'histoire. Parce que, comme on dit, l'histoire est une science qui étudie, je pense, bien les événements du passé de l'homme. Yeah? Depuis son apparition sur la Terre. Yeah? So we need to learn our past and learn from it and change. Si on change pas, si on n'apprend pas avec tout ce qui s'est passé avec nous, on continue à répéter the same error, right? Same erreur. Donc, on sera toujours, I'm really sorry, des sous-hommes. On est en train de voir ça avec tout ce qui se passe avec, je sais que c'est différent topic, mais c'est du racisme avec ce qui se passe avec Meghan Markle, par exemple. Si tu vois, non? Elle, si tu la vois, elle n'est pas vraiment, tu ne peux pas dire qu'elle est noire. Mais du fait qu'elle a 50% goutte, you know, du sang noir, elle est noire. So, that's superiority. So, it's something, on n'apprend pas. Et l'exemple est là. Et tu verras, on a des Commonwealth, je ne sais pas si les gens connaissent, les pays anglophones ont les pays outre-mer, de la Grande-Bretagne. Les territoires outre-mer. Yeah, something like that. Commonwealth, yeah. Et si on voit l'histoire de cette famille, par exemple, cette famille est basée du racisme, des crimes et tout ça, mais on a des Nigériens, on a des Ghanéens, on a des Africains qui disent we're going Commonwealth, Jamaïcains, tout ça. Donc, c'est ça. Avec tout ce qu'on a vécu, we're still there. Et tu verras, je vois par exemple, il y a quelques Africains qui condamnent des femmes noires, qui condamnent Meghan Markle. I'm like, God. Donc, c'est ça le problème avec nous, les Africains. On n'apprend pas. On est juste, on condamne et on pleure. On n'apprend pas du passé. C'est ça le problème. I mean, soon as we don't change that narrative of learning from the past, we will still be there. Sarah? Oui. Si je peux rectifier, en tout cas, nuancer ce que je viens de dire par rapport au Commonwealth. Oui, je t'écoute. C'est juste pour préciser en fait que le Commonwealth, c'est pas tout à fait des territoires d'outre-mer, mais c'est un peu comme la francophonie. C'est pas exactement des territoires d'outre-mer de l'Angleterre, mais ça peut se comprendre comme la francophonie. On va rester très très longtemps, et juste pour essayer de conclure et m'éclipser discrètement, ce serait, je pense à mon sens qu'il est aussi important d'utiliser le pouvoir médiatique pour essayer justement de diffuser ces idées-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de leader médiatique au sein de la communauté noire, en tout cas, qui véhicule beaucoup trop d'images, beaucoup trop de contenu lié au divertissement et pas assez aux idées importantes. Exactement. Aux idées qui pourraient justement façonner l'opinion publique au sein de la communauté ou façonner la jeunesse. Tout à l'heure, je parlais de l'outil puissant qui est la propagande qu'ont utilisé les gouvernements français, etc. Ils ont aussi, au sein de l'éducation nationale, mis en place des programmes en ce qui concerne l'idéologie de la colonisation.
Et nous, dans nos écoles africaines, par exemple, est-ce qu'il y a ce type je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire de la propagande de masse comme les coloniaux, mais je suis en train d'expliquer que c'est quand même important de pouvoir aussi façonner l'esprit de notre jeunesse en créant justement des programmes aussi, du contenu qui aura pour objectif de récupérer aussi une estime de soi, récupérer notre identité, parce qu'en fait, contrôler l'image de soi, c'est ce qui est le plus important dans le développement et dans l'estime de soi en tant qu'individu. Et collectivement, il est important de contrôler notre image, et nous ne contrôlons pas notre image. Nous n'avons pas de médias de masse qui véhiculent une image qu'on aimerait avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à nous de définir qu'est-ce qu'un noir. Parce qu'on parlait de la colonisation, ils ont justement créé ce concept de qu'est-ce que le noir. Ils ont falsifié l'histoire, on le sait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous aussi de penser qu'est-ce qu'un noir, de redéfinir notre identité peut-être, bien évidemment en se réappropriant de notre histoire. Et ça, je trouve qu'on ne le fait pas assez. Moi, par exemple, vraiment pour la petite histoire, en France, parce que je suis française, quand j'allumais la télé étant jeune, je ne voyais pas de femmes noires. Donc, j'ai dû me tourner vers l'industrie du divertissement des États-Unis. Et je ne suis pas en train de dire que ce sont les pires, mais est-ce que ce sont les modèles qu'on veut avoir pour notre jeunesse? Donc, c'est à nous aussi, en tant qu'Africains, de redéfinir notre image. Et je pense qu'il est important de commencer à communiquer là-dessus. Parce que, vous savez, quand on va en Afrique, je pars souvent au Congo. Ça fait déjà plusieurs allers-retours que je fais dans mon pays. Et dans les aéroports, ce sont les gros médias, les grands médias étrangers qui sont diffusés dans les aéroports. À la télé, c'est souvent les médias étrangers qui prennent la place. Donc, il y a une hiérarchie médiatique. France 24, par exemple, aura plus d'impact que Kin 24, ce qui n'est pas normal en 2021, à mon sens. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et j'espère vraiment qu'on pourra mettre en place des actions concrètes, des stratégies concrètes pour essayer de contrer cette guerre médiatique qui participe aussi à cette, comme je disais tout à l'heure, à cette nouvelle colonisation qui est la cybercolonisation. D'accord, très bien. Merci Eva pour ton intervention. Sarah? Oui, non. Si je peux rebondir à ce que Eva vient de dire, parce que c'est tellement important, tellement pertinent, tellement profond ce qu'elle vient de soulever comme point, que par rapport à l'école des propagandes qui n'existe pas en Afrique, moi je voulais faire en tout cas le parallèle avec la Chine qui était un pays qui a été colonisé comme beaucoup de pays d'Afrique, la RDC, le Ghana ou le Nigeria. Et la Chine a aujourd'hui, ou en tout cas a rétabli aujourd'hui, une institution qu'on appelle l'institution Confucius, de Confucius. Donc, vous connaissez en tout cas le philosophe chinois. Et cette institution s'installe un peu partout, à Bruxelles, même en Afrique, ces institutions sont en train de s'installer pour propager l'image, en tout cas le rayonnement de l'identité asiatique à travers le monde. À Bruxelles, Paris, en Afrique, dans les grandes métropoles africaines, aux États-Unis, je n'ai pas à ma connaissance, mais l'institution Confucius est en train de se propager, l'école de propagande chinoise se propage partout, et les Indiens, pays également colonisés, sont également en train de suivre ce modèle, notamment avec la soft power via le yoga, le bouddhisme, qu'ils mettent en valeur justement pour faire rayonner leur identité, parce que c'est ce qu'Eva vient de souligner, c'est vraiment la lutte de positionnement, de rayonnement identitaire qui est aujourd'hui le nerf de la guerre pour se positionner dans les points stratégiques et avoir le contrôle en tout cas des ressources essentielles du marché mondial. Et également, c'est que Eva avait souligné en termes de... Enfin, moi, je l'ai compris, en tout cas, traduit ce concept dans ma compréhension de géopoliticienne en termes de soldats numériques. La Chine, une fois de plus, a
des soldats et un des premiers pays à avoir mis en place l'idée de concept de soldats numériques pour espionner, en se basant sûrement sur le célèbre livre, le traité oh, quelqu'un me rappelle ce stratège militaire chinois, Sun Tzu. Et donc, l'art de la guerre, voilà, ouais. Merci, j'avais un blocage. Et voilà, la Chine, et depuis d'ailleurs les années 1000... Sun Tzu, merci beaucoup, 1972-74, ou même bien avant, à partir de leur révolution en 1908-1912, elle a mis en place ce concept de soldat numérique dans l'espionnage, c'est-à-dire la piraterie, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le vol de la propriété intellectuelle, pour recopier et accélérer leur développement. Et on a vu le démarrage des Chinois, le dragon qui s'est levé tout doucement et aujourd'hui domine et est en train d'écraser, ou en tout cas d'asphyxier le géant américain, en tout cas les puissances occidentales, parce que justement la Chine a été un des premiers pays à comprendre, à prendre de l'avance sur tout ce qui était la guerre de la digitalisation, en revenant justement à l'essentiel de leur identité, en ne rejetant pas leur identité, en faisant un retour vers l'authenticité que le Zaïre avait tenté et qui malheureusement n'a pas su continuer. Les Chinois l'ont compris, ils ont rejeté tout ce que l'Occident avait, enfin, tout ce que, en tout cas, qui était nuisible et qui pouvait freiner dans l'imaginaire du Chinois, tout ce qui l'Occident pouvait en tout cas apporter de mauvais a été rejeté, et ils ont revêti leur identité et revalorisé leurs ancêtres. Et Sun Tzu est un des inspirateurs, en tout cas, de ces soldats guerriers numériques. Et moi, en tout cas, je complète, ou je rejoins parfaitement Eva dans ce qu'il vient de... Et si je peux dire... Totalement. Sorry, Sarah. Sorry. Sorry. Tu vois ce que tu venais de dire, Nancy, Eva. Tout ça, la Chine a mis ça, c'est pas la population chinoise, pas la population, c'est les gouvernements. Les leaders. Oui. C'est ce que moi j'ai toujours insisté. C'est le leader, même le Japon. Mais Francine, il faut aussi se dire que le problème de l'Afrique au niveau des leaders, c'est qu'il faut le reconnaître, jusqu'à présent, nos leaders nous sont encore et une fois imposés. C'est pourquoi à la différence du peuple chinois qui a su, s'émanciper de cette orientation ou de cette dictate occidentale, et imposer, Mao Tse-tung le premier, en tout cas, imposer son choix, son leader, et à partir de là, on ne leur a plus imposé de leader. Et mais supposons par exemple, tu es président de la République démocratique du Congo. Je sais pas c'est quoi avec nous, les problèmes avec nous. Il devient président, en fait, si on impose. Moi, je connais quelqu'un comme, c'est qui les gars du Ghana là, c'est lui qui vient de mourir, J.K. Rowling, enfin. Oui. Il n'était pas supporté. Tu as vu comme il vient de mourir. Tu as vu le président, tout le monde. Non, parce qu'il n'était pas supporté. Il a fait la guerre. Et les Ghanais, je dirais, ce n'est pas un pays 100% comme tout un pays colonisé. La Grande-Bretagne continue toujours à contrôler, mais c'est un pays indépendant par rapport au Congo, ou les pays francophones, je dirais. Oui, mais il faut aussi faire une différence, Francine, entre le modèle, en tout cas, d'administration, de colonisation des Occidentaux. Les Occidentaux avaient établi, en tout cas choisi, deux modèles différents. La Grande-Bretagne avait choisi un modèle d'association, alors que la France a choisi un modèle d'assimilation. Je comprends, mais si je comprends, par exemple, a laissé plus de liberté aux pays colonisés, et les a permis de conserver leur culture et leur identité, alors que le modèle francophone ou belge n'a pas permis justement aux populations indigènes de conserver leur identité. Mais si par exemple, si je comparais les Nigériens et les Ghana,
tu verras que le Nigeria, presque même situation comme le Congo. On a eu la guerre de Biafra et tout ça. Au Nigeria, on a des gens du Nord qui pensent que le pays leur appartient. C'est pourquoi tu verras la plupart des présidents, tout ça vient du Nord, du Nigeria. Tu vois, c'est ça. Je dirais, oh, I don't know, but je dirais, I think we're gonna have to kind of work ourselves here as well. Because on peut toujours, c'est très bien ce qu'on est en train de faire, mais si on ne voit pas, we don't put in place a system that will make, because je sais que la Chine, par exemple, c'est grâce à Mao. Mao a compris ça. Et because of that, he actually had educated the people and stuff like that. Our leader, they know it. Why they don't do it? Pourquoi les leaders africains ne font pas ça? That's what I don't get. Après, Francine, enfin, je pense que tu as totalement raison, hein, la responsabilité incombe majoritairement à nos dirigeants africains, mais je pense qu'aussi l'idée n'est pas de rester passif, attendre sans rien faire, parce que ce que les dirigeants ne feront pas pour nous, on le fera nous-mêmes, même à petite échelle. Je pense que comme a su le dire Eva tout à l'heure, par exemple, mettre en place des propagandes pour redorer un petit peu le blason de l'histoire du peuple noir. On n'a pas forcément besoin qu'un président puisse instruire ça. À notre propre échelle, on est capable de le faire. Encore la preuve aujourd'hui, par exemple, on est là autour de cette conférence, Chad. C'est une initiative de Nancy qui est, comme nous toutes, j'ai envie de dire, et qui, en réalité, apporte un plus à ce combat de restitution un petit peu ou de revalorisation de notre histoire. Donc, les dirigeants africains, c'est vrai, en réalité, j'ai envie de dire, ils ont 60% de responsabilité, mais le reste incombe aussi au peuple noir lui-même de se rendre responsable du projet futur qu'il a pour l'Afrique. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ah, bonjour, enchanté. Mon nom est Blaise Ikelibra. Donc, j'ai écouté attentivement tous les panélistes et aussi la vidéo. C'est très intéressant comme sujet. Vous pouvez activer votre vidéo aussi. Si voilà. Et donc, j'ai des petits problèmes de communication, de connexion. Là. Je suis au Canada, je vis au Canada. Et donc, j'ai plusieurs choses que je voulais mentionner. Je vais commencer par, premièrement, parler de ce qu'on appelle le nation branding. Et donc, c'est vraiment ce sur quoi on peut se baser, à mon avis, pour pouvoir commencer à régler les problèmes que nous avons, qui sont liés à des problèmes d'image, en grande partie. Et le problème, c'est que c'est une image qui affecte non seulement le monde, mais aussi nous-mêmes. Donc, je pense que nous avons tous grandi dans cet Occident qui nous a donné une image de nous-mêmes assez négative. Et cela a contribué à faire en sorte que nous ne valorisions pas nous-mêmes nos propres cultures avec le temps. Et encore moins des personnes à l'extérieur. Par rapport à la notion de nation branding, j'aimerais mentionner deux exemples. Le premier, c'est celui de l'Égypte. Donc, il y a un sondage qui a été fait en Égypte pour savoir ce que les Égyptiens appréciaient dans le monde. Donc, comment est-ce qu'ils percevaient le monde? Donc, une des premières questions, c'était qui leur a été posée, c'était de savoir quel est le pays qui nuit le plus au monde. Et les Égyptiens ont répondu en majorité, c'est les États-Unis. Donc, après une suite de questions, arrivé à la 12e question, la question qui a été posée, c'était de savoir dans quel pays est-ce que les Égyptiens voulaient vivre, dans lequel ils se sentaient bien pour vivre. Ils ont également dit les États-Unis. Donc, nous sommes dans une situation où on voit comment est-ce que malgré une image, malgré une réputation, on va dire, négative des États-Unis, les États-Unis ont su
contrôler leur image dans le monde au point où tout le monde les admire. Et tout ça est lié à cette notion de nation branding. Lorsqu'on parle des zoos humains qui sont passés en Europe, on est vraiment dans cette notion de nation branding. Et ce n'était pas du branding pour, bien sûr, les peuples d'outre-mer à l'époque. C'était avant tout une nation branding pour la grandeur des pays coloniaux, en fait. Et en montrant ces peuples dans des cages ou bien dans des vaisseaux, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est montrer à quel point leur supériorité économique, culturelle et politique pouvait être justifiée live auprès du monde entier. Donc, c'était vraiment une sorte de propagande à ciel ouvert. Il faut savoir que, comme il avait été mentionné, ce n'était pas que des peuples africains qui ont été soumis à cette hiérarchisation. Donc, c'est les peuples quasiment du monde entier et des peuples qui n'avaient pas su, en général, défendre leurs intérêts auprès et en face de ces structures coloniales. Ici, au Canada, nous avons des peuples autochtones qui, comme un petit peu les peuples africains, ont vu des Européens arriver et puis ils les ont accueillis. Mais en pensant que s'ils parlent de religion, ils parlent forcément d'une même approche de la spiritualité, c'est-à-dire de l'accueil de l'autre, du respect des principes, du respect des droits humains, ainsi de suite. Et malheureusement, nous savons en fait dans l'histoire que c'était une grosse supercherie. C'est que plus tard que ces peuples, après être passés à travers un génocide humain et culturel, reconnaissent et reprennent lien avec leur culture propre pour se dire que, au final, le grand problème qu'il y a eu en fait avec ces colonisateurs, c'est qu'ils ne connaissent pas, ils ne se connaissent pas eux-mêmes, ils ne connaissent pas ce qu'est un humain, et cela va prendre beaucoup de temps. Donc, on entre directement dans ce qui est, avec les deux exemples que j'ai mentionnés, je pense qu'on entre directement dans ce qui est la représentation que le colonisateur se fait de lui-même et donc de lui-même en tant qu'humain aussi. Et lorsque l'on regarde comment est-ce qu'il définit ce qu'est un humain, on voit que très souvent, il parle d'un homme. Vous voyez, même en anglais, tu dis human, il y a un man là-dedans. Et donc, on a avant tout une insistance dans une hiérarchie, dans une logique de hiérarchisation des peuples, et entre autres des genres aussi. Et donc, nous sommes en fait les fruits de cette culture dans laquelle nous avons malheureusement grandi. Et je le dis parce qu'on parle la langue même, qui est le français, qui est porteur de ces idées-là. Maintenant, à mon avis, il est important, qu'il ait été mentionné, de retourner vers nos cultures, au moins pour deux raisons majeures. La première étant celle à cause du fait que la colonisation a contribué à notre acculturation. On a besoin de retrouver notre propre identité pour pouvoir à nouveau rediffuser une image de nous-mêmes qui nous permettrait d'être plus efficaces économiquement, politiquement, ainsi de suite. Et deuxièmement, on sait qu'à la fin de ce siècle-ci, il y aura à peu près un bon 90% de nos cultures africaines qui vont disparaître. Et donc là, on entre dans des enjeux quasiment mondiaux de diversité qui nous poussent à voir cet enjeu comme vraiment une responsabilité auprès de l'humanité. On a la responsabilité de conserver et de préserver les cultures d'Afrique, qui sont en réalité des cultures humaines. C'est là où l'humain a vu, c'est le berceau de l'humanité, et c'est aussi là où l'humain s'est vu développer les techniques, les sciences, la langue, la culture en tant que telle.
et pour aller plus loin, je dirais même la spiritualité. Et lorsque l'on parle de notion de spiritualité, on parle également de notion de droit. Donc, lorsqu'on parle de droit divin, du droit coutumier ou de droit de la nature, on parle en fait toujours de la même chose, c'est-à-dire de comment est-ce que les sociétés africaines se structuraient pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un Mwami ou bien un Mwene ou bien comment on appelle déjà, bref, un roi, un Mfumu, qui puisse être installé de manière légitime. En fait, il y avait une compréhension spirituelle bien poussée qui justifiait que ce soit une personne et non une autre qui devait être à cette place. Mais cette place-là, ce n'était pas celle d'un monarque, c'était réellement celle de... C'est-à-dire, quand je dis monarque, je veux dire quelqu'un qui gouverne tout seul, et c'était celle de quelqu'un qui gouverne pour le peuple et de par sa nature. Donc, je pense que il y a des notions juridiques très importantes qui y a derrière, des notions qui font penser bien sûr à l'Ubuntu, mais aussi des notions qui font penser à ce qui a été en fait le droit coutumier et en Europe, un petit peu dans le monde, ce qui a été appelé le droit de la nature, le droit naturel. Et je pense que c'est important de pouvoir aussi développer ces questions. Merci. Ok, ben, merci beaucoup, Jez. Je pense que ton intervention va permettre de basculer notamment à notre deuxième sous-thème qui traite notamment d'une approche juridique de cette notion de supériorité de la race blanche pour justifier de la colonisation. Alors, tout d'abord, je pense que la supériorité de la race blanche pour justifier la colonisation, comme tu as su très bien l'introduire, a dû être accompagnée de pas mal de structurations juridiques pour renforcer cette idée de suprématie blanche, et notamment à travers ce qu'on appelle le droit colonial. Le droit colonial, pour ceux qui ne le savent pas ou qui nous suivent, c'est un ensemble de normes qui ont été produites ou transformées par l'occupant qui s'appliquent dans les colonies lato sensu. Donc, ce sont vraiment des normes qui ont des intérêts très limités, alors qu'ils constituent le socle même de la présence européenne et principalement un moyen de développer la présence européenne dans les colonies africaines. Donc, ça a été vraiment un instrument fort de la colonisation parce que ça a permis de légitimer des choses au sens humain qui n'étaient pas possibles de légitimer. Voilà, donc ça a apporté un peu de crédibilité à certains actes que les colons ont décidé de poser en Afrique. Et en étudiant cette partie de notre thématique, il y a ce plaidoyer que Jules Ferry a lancé notamment lors d'une conférence en 1885 et qui a été reprise notamment, il me semble, Nancy, dans la vidéo, oui, où il parlait voilà, en disant que les races supérieures ont un droit sur les races inférieures. Et ça m'a beaucoup intriguée parce que je me suis demandé qu'est-ce qu'il entendait par avoir un droit à cette époque-là. Un droit, et lorsqu'on essaie de définir, nous, ce que c'est qu'avoir un droit, on suppose que c'est jouir du pouvoir de réaliser quelque chose sur autrui, sur quelque chose, ou avoir le pouvoir et la légitimité de faire quelque chose. Donc, c'est quand même une notion assez forte de se dire qu'à cette époque-là, dans l'idéalisme colonial européen, il y avait quand même cette idée de légitimer le fait de produire des effets sur les peuples africains. Et je me suis également interrogée, et j'aimerais qu'on s'interroge notamment ensemble sur cette notion, c'est comment expliquer qu'à une période où les droits humains sont connus juridiquement, actés,
et les hommes protégés par des lois, la notion de supériorité blanche a quand même trouvé un sens dans cette même organisation. Alors, c'est vraiment sur ce questionnement-là que j'aimerais qu'on puisse développer ce deuxième sous-thème. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire à propos de ça. Moi, je voulais, si je peux, Sarah, rebondir Oui. sur ce que tu viens de soulever, la notion de droit Oui. que Jules Ferry a prononcé devant l'Assemblée française en 85. Et on a vraiment l'impression, comme tu viens de cadrer, on a vraiment l'impression que dans la compréhension des Occidentaux de la colonisation dans la thèse de la supériorité de la race blanche, ou que les races blanches avaient le droit, le devoir, le droit sur les autres peuples de les civiliser, de les coloniser, on a vraiment l'impression, c'est comme le droit parental, c'est-à-dire un parent qui estime avoir le droit d'éduquer, d'orienter ses enfants, d'élever ses enfants qui sont mineurs et qui n'ont pas encore la maturité de pouvoir décider seuls, de pouvoir décider de manière autonome de leur destin. Et c'est vraiment cette notion paternaliste du droit d'une race qui se dit être supérieure aux autres races africaines, asiatiques, indiennes, qui se hisse ou qui s'érige en dictateur, mais en tout cas qui se hisse au-dessus en tant que tuteur de ces peuples et se donnant le droit de décider à leur place et niant en tout cas toute possibilité, toute capacité de ces peuples-là à s'autogérer, qui se sont s'autogérés depuis plusieurs en tout cas depuis plusieurs décennies, siècles avant l'arrivée de l'homme blanc sur leur territoire en Asie, comme en Amérique, comme en Afrique. Donc, moi, c'est ce droit-là, en tout cas, que je rapporte au droit qu'un parent peut se prévaloir, en tout cas, estimer avoir sur son enfant mineur et qui n'a pas encore la maturité suffisante pour diriger sa propre vie. Donc, les autres races étaient considérées comme des races immatures et la race blanche se considérait comme celle la plus mature qui devait en tout cas orienter, décider à la place des autres. Sans être juriste. Hein. Est-ce que je peux dire quelque chose? Sarah, Sarah, ton micro? Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, je vais rebondir sur ce que tu as dénoncé parce que c'est tellement vrai, cette notion d'immaturité, d'une perception d'immaturité vis-à-vis des autres peuples, parce qu'il faut noter aussi qu'à la base, la colonisation est d'abord animée par une volonté de civiliser les autres peuples, une volonté d'avoir l'ascendant sur les territoires que les Européens, eux, jugeaient en fait retardés. Donc, il y avait déjà un regard supérieur qu'ils avaient face aux autres peuples. Pour les autres, pour eux, en fait, les autres peuples étaient retardés. C'était, comme tu as su le dire, des immatures, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan de la construction de leur société. Et eux, qui pensaient avoir un modèle concevable de construction sociétale, se sont dit, on va aller voir ce qu'il y a ailleurs et leur imposer finalement notre modèle idéal. Donc, il y a vraiment cette perception d'idéalisme d'organisation de société qu'ils ont voulu apporter et imposer au peuple noir. Et d'ailleurs, par la force. Voilà. Alors, Blaise, je pense... Oui. Oui, merci beaucoup. Je pense que ce qui est
ce qu'on est un petit peu obligé de faire dans notre position, c'est de comprendre un petit peu l'histoire des gouvernements en fait, occidentaux et de comprendre aussi sur quel modèle est-ce qu'ils se sont basés. Et on voit que lorsqu'on parle de cette hiérarchisation qu'ils nous ont imposée, on peut constater également qu'ils prennent cette hiérarchisation dans la hiérarchisation qui est présente dans leur société elle-même. C'est-à-dire que dans leur société, il y avait une classe de nobles, une classe d'aristocrates, une classe de bourgeois, et puis une classe de peasants, je ne sais pas comment on dit ça, c'est-à-dire les sujets, on va dire ça comme ça. Et de l'autre côté aussi, il y avait une classe de clergé. Ces modèles-là est souvent calqué sur le modèle grec, gréco-romain. Et c'est la notion même d'autorité, où on parle d'autorité morale ou autorité, vient même du grec. C'est la même racine qui a donné auteur, autorité et auteur. Donc, lorsque l'on considère ces notions d'autorité, on considère plusieurs notions. Celui de qui a le droit de représenter l'autorité. Donc, on peut avoir une autorité charismatique, c'est-à-dire quelqu'un qui est en mesure de bien parler, comme un sophiste, et qui va convaincre un petit peu par son discours les foules, ou bien on aura une autorité morale. Et donc, une autorité morale, ça serait quelqu'un qui répondrait de par son caractère ou son comportement à des exigences liées à celle de gouverner. Et très souvent, ces positions d'autorité étaient liées à un clergé, donc à l'Église qui autorisait, bien qui intronisait plutôt, cette personne qui serait dans une position d'autorité. Et c'est pour cela que lorsque l'on lit un petit peu les textes des explorateurs et des textes des premiers évangélistes, on constate qu'ils observent beaucoup nos structures sociales, voir comment est-ce que les moimis, le royaume et tout ça étaient constitués, qui avait telle position et qui avait telle autre position. Mais leur vision du monde, malheureusement, pour nous, était celle de vouloir faire en sorte que sur toute la Terre, ils puissent reproduire le même modèle hiérarchique. C'est-à-dire qu'ils voulaient qu'il y ait une race de nobles, une race d'aristocrates, une race ainsi de suite. C'est à travers ce filtre-là qu'ils ont commencé à déterminer qui serait qui dans le monde. Fonction, bien sûr, des logiques de celles de l'inné, par exemple, de la couleur de peau, parce que biologiquement, donc Dieu a voulu qu'il soit de cette couleur. Puis s'il utilisait à un moment donné la Bible avec cette histoire de Noé, Canaan. Le châtiment de Cham. Oui, voilà. Donc le curse là, de Cham. Et donc, on entre en fait dans une grosse ignorance de la part des communautés européennes par rapport à ce qu'est le droit en tant que tel. Et c'est une ignorance qui, on le constate, vient du fait que pendant très longtemps, en fait, les sociétés en Europe n'ont pas eu de structure organisée et puissante qui pouvait gouverner pendant longtemps, comme celle qu'il y avait en Chine, ou bien en Inde, ou bien même en Afrique, si on considère l'Afrique antique, donc la Nubie et l'Égypte antique. Donc là, en fait, on constate que c'est les Grecs qui sont venus donc prendre des cours en Afrique à l'époque pour pouvoir essayer de calquer un petit peu le modèle égyptien. Et c'est pour cela que nous autres Africains, nous sommes très liés en fait à l'histoire de l'Europe, parce que on pourra constater qu'il y a des similarités dans le droit coutumier et puis la façon comment est-ce que les aristocrates et les nobles se sont développés en Europe. Mais il y a aussi une grande ignorance de
des fondations spirituelles. Et malheureusement, cette ignorance-là, nous l'avons héritée avec le temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi du mal à comprendre, mais pourquoi est-ce que tel roi, là, comme les rois d'Angleterre, la reine d'Angleterre, dit qu'elle obtient cette position d'autorité par le sang et par le droit divin. Donc, on est dans une confusion dans un monde de démocratie, de se dire, mais pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, on parle de personnes qui ont un droit divin, donc qui sont des rois ou des reines, alors même que la démocratie nous montre que l'humain est né libre, ils sont tous nés libres et égaux. Il ne devrait pas y avoir de hiérarchisation comme ça. Je pense qu'il y a une étude approfondie qui doit se faire dans la compréhension de ce qu'est l'autorité, ce qui est le pouvoir aussi, parce que si on ne le comprend pas, on ne va pas comprendre pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, il y a un empereur au Japon, par exemple, ou bien pourquoi est-ce que à un moment donné, il y a la Libye, avec la Libye de Muammar Kadhafi, qui a voulu devenir le roi des rois, donc le roi des Moamis de toute l'Afrique. Et c'est aussi ça qui lui a donné autant d'influence sur tout le continent africain. Donc, c'est important, à mon avis, de ne pas juste réduire, en fait, la question de droit à celle du droit commun, on va dire ça comme ça, ou bien du droit, je ne vais pas dire universel, mais du droit humain, tel qu'il a été défini par l'Occident, mais aussi de considérer ce qu'est le droit naturel. Et c'est parce qu'on comprend ce qu'est le droit naturel qu'on comprend pourquoi les Anglais, lorsqu'ils ont fait leur colonisation, ils ont fait le indirect rule. Ils avaient compris, donc, par le fait que la colonisation avait été faite dans un royaume plutôt que dans une république comme en France, ils avaient compris qu'il fallait absolument qu'ils s'appuient sur les structures sociales locales. Et c'est en faisant cela qu'ils pouvaient avoir plus d'influence. Donc, c'est un petit peu le partage que je voulais faire pour le moment. En tout cas, Blaise, j'ai dit, en tout cas, c'est un complément très, 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 très profond et très utile. Le fait que les chercheurs africains puissent, en tout cas, doivent investir, en tout cas, orienter leurs recherches dans l'approfondissement de la notion, de tout ce qui est la notion d'autorité, de pouvoir, afin justement de pouvoir mieux maîtriser en tout cas de pouvoir être en phase avec cette démocratie qu'on essaye bien tant que mal à instaurer en Afrique et qui a du mal à s'asseoir, à pénétrer les sociétés, les couches de nos sociétés. Je remets la parole à Sarah qui avait... Alors désolée, oui, j'avais un problème de connexion. Effectivement, je pense que Blaise a parfaitement complété cette idée d'autorité, de pouvoir, de droit. Et j'aimerais aussi rajouter dans tout ça que, surtout pour revenir au sujet principal, hein, qui était la supériorité de la race blanche, c'est que cette supériorité était visible également dans l'application du droit colonial, notamment en termes de droit pénal. On pouvait noter, par exemple, à cette époque, que la discrimination juridique était bien présente et qu'il y avait un besoin permanent du colonisateur de sauvegarder le prestige des Blancs. C'est-à-dire que pour des délits commis à l'endroit d'un Blanc, par exemple, la sentence était plus sévère qu'un délit commis à l'endroit entre guillemets, d'un indigène. Et il s'agissait là d'une législation dite coloniale qui était justifiée, une fois de plus, par le fait que les peuples gouvernés n'étaient pas arrivés à un degré suffisant de civilisation
pour comprendre la portée des principes de 1789. Et la théorie était notamment qu'il fallait s'incliner devant, que le droit devait s'incliner devant la nécessité. D'ailleurs, il le rappelait tout le temps aux juges que leur métier n'était pas de faire le droit, mais de le transcrire, de l'appliquer, comme c'était notamment écrit à l'époque. Donc, ça rejoint aussi cette notion que tu as développée tout à l'heure, Nancy, concernant ce rapport à l'autre qui était clairement défini. Il y avait un dominé et un dominant, et même dans l'application finalement des règles juridiques qui étaient censées être propres à tout être humain, il y a eu quand même un fossé sur le principe de supériorité de la race blanche. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose dans ce sens. Est-ce que Francine... alors, Francine n'est pas là. Alors, je pense que pour cette grande partie sur la notion de supériorité de la race blanche pour justifier la colonisation, si on peut éventuellement résumer, il y a un besoin de se réapproprier déjà premièrement notre histoire, parce que pour pouvoir en faire une propagande positive, il faut déjà avoir connaissance de qui on est et de qu'est-ce qui est positif dans notre histoire et de comprendre le fonctionnement de notre peuple. Ensuite, effectivement, il y a eu cette notion de droit, comme Blaise l'a si bien développé, une nécessité d'approfondir les notions d'autorité, de pouvoir, afin de mieux comprendre comment a fonctionné la structuration juridique à cette époque et aussi mieux appréhender l'avenir en termes juridiques des sociétés africaines. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme Nancy l'a dit tout à l'heure, l'interprétation ou la pratique de la démocratie que les Occidentaux nous ont imposée, déjà de 1, on l'a très bien compris, n'est pas applicable à 100% en Afrique parce que ce n'est pas en accord avec notre culture, ce n'est pas en accord avec notre organisation politique ou encore juridique. Et pour pouvoir avoir une sorte d'autonomie, une sorte d'émancipation en termes d'organisation de notre société, il faut déjà prendre connaissance de qui on est et de quel est l'essence même de la structuration des sociétés africaines afin de mettre en application de façon durable. Voilà, donc je pense que pour cette partie, j'en ai terminé. Je vais laisser la main à Nancy éventuellement pour la deuxième thématique. Oui, merci Sarah en tout cas pour la clôture. En fait, tu viens de faire la clôture de cette conférence-ci. On va reporter la thématique, en tout cas la lecture du génocide du peuple Herero et du peuple Nama de Namibie à une prochaine conférence et clôturer cette conférence avec la clôture que tu viens de la conclusion que tu viens de nous donner sur la thématique de la thèse de la supériorité de la race blanche pour justifier la colonisation. Et notre prochaine conférence, on arrive déjà à l'annonce, notre prochaine conférence aura lieu le 26 mars, un vendredi à 18h. Et le thème qui sera abordé lors de cette conférence sera en lien avec la clôture du mois de la femme, donc une thématique qui sera bientôt annoncée qui parlera de la femme africaine, du leadership au féminin et un parallèle entre la femme africaine précoloniale, donc avant la colonisation, avant que le déclin de l'Afrique ait lieu, notamment avec l'arrivée des puissances étrangères. Cette femme-là, quel rôle et quelle place elle jouait dans l'organisation sociétale, sociopolitique en Afrique et comment ce modèle de la femme africaine précoloniale peut-elle inspirer ou arrive-t-elle à inspirer, à être pris en modèle
par les femmes africaines contemporaines, les femmes africaines que nous sommes aujourd'hui pour justement œuvrer à redorer ou à travailler en vue de l'émergence ou la réémergence de l'Afrique en tant que puissance au même titre que les autres puissances sur la scène internationale. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter. Sinon, on va clôturer notre conférence par là et on se retrouve le 26 mars à 18h au même endroit. Et les invitations seront envoyées comme vous l'avez reçu pour cette conférence-ci. Sarah? Ben, alors, je pense que pour conclure, je dirais tout simplement que notre histoire a besoin d'être réétudiée, hein, parce que je pense qu'on n'a pas une connaissance approfondie et quelquefois c'est difficile pour certains de revendiquer notre caractère royal, voire comment dire, notre caractère un petit peu élevé ou mature, responsable, parce qu'on n'a pas une connaissance claire de notre propre histoire. Donc, c'est important de se reconnecter à la source et de vraiment réécrire l'histoire originelle de l'Afrique. Et ça, je pense que ça passe par tout un chacun. Personnellement, chacun à son échelle, à sa manière, et voilà, on y arrivera. Francine? No, il n'y a rien. Je pense que Sarah said everything, so I don't want to repeat myself. Comment tu dis ça, Francine? Oh, you can't hear me. I was saying, je disais, I think both of you and Sarah and Blaise said everything I wanted to say, yeah? So Okay. I don't want to repeat the same thing. Okay, perfect. Andrea, you want to... tu voudrais compléter ou... Je suis venue très tard, désolée, vraiment, vraiment. Enfin, ce que j'ai entendu était très, très, très intéressant. C'est vrai que je suis pas du tout... je m'intéresse énormément à l'histoire, mais c'est vrai que les points de vue que vous avez évoqués, c'est des points de vue que je n'avais pas forcément, même si on le sait, mais on n'a pas forcément un œil expert sur ces questions-là. Pas toujours, en tout cas. Il y a savoir parce que on lit des choses et il y a avoir une analyse un peu plus complète. Et je trouve que c'est bien. Je suis arrivée tard. Je suis vraiment arrivée tard. Je suis dégoûtée. Mais ce que j'ai compris, franchement, ça m'a déjà beaucoup apporté. J'ai quand même hâte d'être à la prochaine réunion parce que ça, c'est une thématique aussi super intéressante avec le génocide en Namibie. Ça, j'espère que je vais être là à 18h pile poil. Comme ça, je pourrais vivre ça. Mais le 26 mars, la thématique sera essentiellement consacrée à la clôture du mois de la femme, donc au leadership féminin, à la femme africaine en tant que modèle. Ok, d'accord. Et le génocide namibien reviendra ultérieurement à une date qui sera annoncée. Voilà, okay. On clôture ici et on se dit à la prochaine, sinon au 26 mars, pour continuer avec les conférences du Tchad. Je voulais dire juste une petite chose. Excusez-moi, oui. Je voulais juste dire, parce qu'on est dans ce mois, que pour nous tous, je pense que la femme représente la fondation même de notre vie et qu'on doit continuer de reconnaître sa place et de toujours le reconnaître, que ce soit nos sœurs, que ce soit nos mères, que ce soit nos grandes-mères. Mais tu auras l'occasion de venir le dire en mars. De nous faire une je suis entièrement d'accord. C'est un petit message, je veux dire, on va dire d'hommage personnel. Voilà. Merci. Ok. Merci pour nous. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. À bientôt. Merci, bonne soirée, à bientôt. Merci Sarah pour la modération. Je t'en prie. Bonne soirée, à bientôt. On se voit le 26. Le 26, exactement. Au revoir. Ouais, bye.
You chose to come together.